Salut tout le monde. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour continuer nos cours concernant ce module principe de comptabilité. Donc, on va aborder le cours numéro 8. Allons-y. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'état des flux de trésorerie. On y va? C'est quoi l'état des flux de trésorerie? L'état des flux de trésorerie est un tableau analytique de financement. Donc, ça concerne quoi? Ça concerne l'analyse financière. D'accord? Donc, ce tableau analytique de financement quantifie les mouvements de trésorerie pendant une période déterminée. D'accord? Donc, on a vu dans les cours précédents que cette période est appelée l'exercice financier. D'accord? Et on a vu aussi qu'on peut appeler l'état des flux de trésorerie le tableau de flux de trésorerie. Donc, il se partage en trois parties principales. Premièrement, les flux de trésorerie liés à l'exploitation. Deuxièmement, les flux de trésorerie liés à l'investissement. Et troisièmement, les flux de trésorerie liés au financement. Alors, le tableau de flux constitue un formidable outil d'analyse qui apporte une vraie valeur ajoutée à la démarche d'analyse financière. Donc, c'est quoi le rôle de l'état des flux de trésorerie? C'est de entamer l'analyse financière, d'accord? Donc, ce document est parfois, souvent, mal connu des analystes financiers, car les comptes individuels ne le prévoient actuellement pas. Alors, il convient de savoir lire et interpréter cet état financier et à l'intégrer dans la démarche d'ensemble de l'analyse financière. D'accord? Donc, où est l'astuce pour interpréter cet état financier? D'accord? C'est de savoir comment le présenter, de savoir la structure de cet état financier. D'accord? Alors, on passe maintenant à la déclaration des flux de trésorerie. Donc, les principes comptables généralement reconnus ou bien ce qu'on appelle les GAP. Donc, c'est quoi les GAP? Donc, ce sont des normes comptables. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle l'US GAAP. Donc, c'est quoi l'US GAAP? C'est une abréviation. D'accord? Qui signifie quoi? C'est une abréviation anglaise qui signifie The United States Generally Accepted Accounting Principles. D'accord? Donc, ce sont des règles comptables en vigueur aux États-Unis. Donc, les US GAAP sont applicables aux entreprises cotées aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est une norme qui ressemble à la norme IAS et la norme IFRS qu'on a déjà vue précédemment. D'accord? Donc, beaucoup de groupes internationaux les ont adoptés, ça veut dire les GAP, afin d'attirer les capitaux anglo-saxons. Donc,
c'est le point maintenant. D'accord? Alors, donc, les GAP ont codifié la manière dont les états des flux de trésorerie doivent être présentés aux utilisateurs des états financiers. D'accord? Donc la GAP permet de présenter les états financiers, y compris l'état des flux de trésorerie. D'accord? Donc, cela a été codifié dans le thème 230. Ça veut dire état des flux de trésorerie dans le cadre des PCGR américains. Donc, c'est quoi les PCGR américains? Donc, c'est une abréviation française qui signifie les principes comptables généralement reconnus. D'accord? Donc, c'est quoi les PCGR? Ce sont un ensemble de règles, de normes et de principes comptables, bien sûr, que les sociétés ouvertes canadiennes doivent suivre pour la préparation de leurs états financiers. D'accord? Donc, la plupart des sociétés fermées canadiennes de plus grande taille suivent également les normes PCGR. D'accord? Alors, donc, les comptables aux États-Unis doivent suivre les PCGR américains. D'accord? C'est évident. Et les comptables travaillant à l'international doivent déclarer leur flux de trésorerie conformément à la norme comptable internationale IAS 7. D'accord? Est-ce que c'est compris? Donc, aux États-Unis, ils appliquent les normes PCGR et à l'échelle internationale, on doit appliquer la norme IAS 7. D'accord? Donc, le comptable éthique comprend les utilisateurs des états financiers d'une entreprise et prépare correctement un état des flux de trésorerie. Donc, les états financiers peuvent souvent être présentés de plusieurs manières, telles que les GAP américains, bien sûr, et les normes internationales d'information financière, l'IFRS. D'accord? Et si une société régie par les PCGR américains présentait les problèmes de reporting, sur quoi? Sur ses états financiers et passer aux IFRS. Donc, où les résultats semblaient meilleurs. Est-ce que correct? Est-ce que cela se produit? Donc, c'est la question qui se pose. D'accord? Donc, c'est une norme internationale. L'IFRS est une norme internationale. D'accord? Ainsi que l'IAS. Mais la GAP et la PCGR, ce sont des normes américaines. D'accord? Donc, il faut faire différence entre ces deux normes. Alors, l'état des flux de trésorerie, ou bien ce qu'on appelle le tableau des flux de trésorerie, identifie les sources de trésorerie ainsi que les utilisations de la trésorerie pour la période considérée. On a dit que généralement, c'est l'exercice comptable. Ça veut dire 12 mois. Ce qui amène l'utilisateur de l'état financier
à consulter les flux de trésorerie nette de la période, qui est une méthode utilisée pour déterminer la rentabilité en mesurant la différence entre les entrées et les sorties de trésorerie d'une entité. D'accord? Donc, c'est quoi les entrées et les sorties? Ce sont les actifs et les passifs. D'accord? Alors, la déclaration répond aux deux questions suivantes. Quelles sont les sources de trésorerie? D'où proviennent les liquidités? D'accord? Donc, le but ultime de la trésorerie, c'est d'avoir la liquidité disponible dans l'immédiat. D'accord? Après avoir encaissé, bien sûr, l'argent de l'entreprise à travers la banque ou bien la caisse. Donc, quelles sont les utilisations de l'argent liquide? Ça veut dire où va l'argent. Un flux de trésorerie net positif indique une augmentation de la trésorerie au cours de la période de référence. Tandis qu'un flux de trésorerie net négatif indique une diminution de la trésorerie au cours de la période de référence. D'accord? Donc, on a déjà vu ces principes ou bien ces notions. D'accord? Donc, l'état des flux de trésorerie est également utilisé comme outil prédictif pour utilisateurs externes des états financiers. Qu'est-ce que ça veut dire prédictif? Ça veut dire on estime, d'accord? On fait des prévisions pour les flux de trésorerie futurs estimés sur la base des résultats de flux de trésorerie antérieurs. D'accord? Donc, à la base des résultats antérieurs, on peut savoir à peu près les flux de trésorerie d'une période future. Donc, on estime, on fait des prévisions. D'accord? Alors, comment faire ces prévisions-là? Par exemple, en 2022, je suis entreprise, j'ai réalisé un flux de trésorerie positif, par exemple, à titre d'exemple, de, par exemple, 100 euros. D'accord? Donc, pour savoir quel est le flux de trésorerie de l'année prochaine, on fait des estimations. Par exemple, on ajoute un pourcentage, un petit pourcentage, par exemple, qui concerne le changement des prix au niveau du marché. Donc, ça va augmenter la valeur, ça va devenir, par exemple, 120 euros. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait les prévisions et qu'on estime les tableaux de flux de trésorerie pour des périodes futures. D'accord? Alors, la question qui se pose, c'est comment faire un tableau de flux de trésorerie. Alors, l'état de flux de trésorerie est un document comptable, bien sûr, qui est obligatoire, faisant partie de l'ensemble des états financiers, exigés par qui? Par l'entreprise. Donc, il permet d'élaborer une comparaison dans l'espace entre les entités et dans le temps. Il inclut les informations relatives à l'exercice comptable en cours et celui de l'année précédente. Donc, on va faire des comparaisons entre les résultats de l'année précédente et
le résultat de l'année en cours. Donc, il reflète l'impact des décisions prises en matière d'investissement et de financement sur la trésorerie d'exploitation et apporte une idée sur la solvabilité de l'organisme. Donc, c'est quoi la solvabilité? On parle du terme solvabilité lorsque on a un compte bancaire. D'accord? Ça veut dire que l'entreprise a un compte bancaire et, par exemple, les autres établissements qui veulent, par exemple, euh, faire une conclusion euh, des actes ou bien des contrats ou bien des conventions avec cette entreprise. Donc, ils vont demander l'attestation de solvabilité bancaire. Ça veut dire que cette entreprise possède la liquidité et elle peut payer. D'accord? Donc, c'est ça la solvabilité bancaire de l'organisme. D'accord? Les informations produites par ce document, ça veut dire l'état des flux de trésorerie, doivent être simples, claires, compréhensibles et exploitables par les différents utilisateurs. En effet, l'état de flux de trésorerie sert à mettre en place les études rétrospectives et prévisionnelles. Ça veut dire, comme on l'a déjà dit, on doit faire des estimations, des prévisions. D'accord? Donc, il décortique les différentes ressources financières de l'entité en précisant les moyens de financement et la méthode de leur allocation. D'accord? Donc, quels sont les moyens de financement? On a, par exemple, les paiements des fournisseurs. On a aussi les dividendes. On a, par exemple, les intérêts, etc. Donc, ce sont tous des ressources de financement. D'accord? Et comment gérer l'allocation de ces ressources-là? Donc, voilà. L'importance du tableau de flux. Le tableau de flux constitue un document essentiel pour mettre en œuvre ou comprendre la gestion financière d'une entreprise, car il retrace l'ensemble des origines et utilisations de trésorerie d'une période. D'accord? Donc, c'est quoi le tableau de flux de trésorerie? Il permet de retracer les origines de la trésorerie. D'accord? Donc, il permet de gérer financièrement une entreprise. Donc, il retrace l'ensemble des flux de trésorerie et l'encaissement, ainsi que le décaissement d'une période. L'encaissement, ça veut dire les entrées. Et le décaissement, ça veut dire les sorties. D'accord? Il explique comment l'on passe du bilan de l'année N-1, ça veut dire l'année 2022, au bilan de l'année N, ça veut dire l'année 2023. Pour cette raison, on dit qu'il procure une vision dynamique du bilan. Donc ça permet de voir dynamiquement le bilan. Donc il fait partie du bilan. D'accord? Il permet de l'interpréter. Maintenant, on va voir les types de flux de trésorerie. D'accord? Donc, si vous vous souvenez, on a déjà vu ces types dans le cours. Quel cours? Le cours de la trésorerie active. D'accord? Mais on va les répéter afin de
les assimiler bien comme il faut. Donc, les flux de trésorerie sont regroupés en trois familles. Flux de trésorerie de l'activité, ou bien ce qu'on appelle l'FTA. Flux de trésorerie de l'investissement, ce qu'on appelle FTI. Flux de trésorerie du financement, ce qu'on appelle FTF. D'accord? On commence par le flux de trésorerie de l'activité FTA. Donc, il indique quel excédent de trésorerie a été généré par l'activité propre de l'entreprise résultant de son chiffre d'affaires. D'accord? Donc, c'est quoi l'indice qui permet de mesurer le FTA? C'est le chiffre d'affaires. D'accord? Deuxièmement, on a le flux de trésorerie de l'investissement FTI. Donc, il retrace les décaissements décaissements, ça veut dire les sorties. D'accord? Ce que l'entreprise doit. Donc, il résulte des acquisitions d'immobilisation, la classe 2, les investissements. Net des encaissements provenant de la cession d'immobilisation. D'accord? Donc, comment mesure-t-on comment peut-on mesurer l'FTI à travers les encaissements des immobilisations, d'accord? Et on a le flux de trésorerie du financement, le FTF. Donc, il retrace l'ensemble des encaissements et décaissements relatifs au choix de financement, rapport en capital, versement des dividendes, emprunts émis et remboursés, montants prêtés par les actionnaires, etc. Donc, ce sont les différentes sources de financement. D'accord? Donc, voilà, ce sont les types de flux de trésorerie. La somme de tous les flux de trésorerie constitue la variation de trésorerie et débouche sur la position de trésorerie de fin d'année. Ça veut dire à la clôture de l'exercice comptable. La même position de trésorerie que celle qui figure sur le bilan de fin de période. Le tableau de flux est comparable à un document qui retracerait l'ensemble des entrées et sorties. Qui dit entrée-sortie dit encaissement-décaissement. De la trésorerie du ménage. Le bilan est quant à lui un document statistique et en cumule. Le plan de financement. Le plan de financement constitue quant à lui le tableau de flux prévisionnel dans le cadre d'un business plan. Donc, c'est quoi un flux prévisionnel? Ça veut dire qu'on estime. On estime quoi? Le tableau des flux de trésorerie pour une période future. D'accord? Par exemple, on est en 2023. Je vais faire des prévisions, des estimations afin d'élaborer un tableau de compte de trésorerie pour l'année 2024. D'accord? Donc, il constitue l'outil central pour mettre en œuvre les choix de financement dans le cadre d'un business plan. C'est quoi le choix de financement? Ça veut dire les sources de financement. Comment je vais financer mon projet? Par exemple, à travers les emprunts. Par exemple, à travers les dividendes. À travers du capital. D'accord? Ce sont tous des sources de financement avec lesquelles on peut financer notre projet. D'accord?
Donc, les analystes financiers n'ont toutefois pas toujours accès à ce document. Les normes comptables françaises relatives aux comptes individuels se limitent au bilan et au compte de résultat. D'accord? Seuls les comptes consolidés, qu'ils soient en normes IFRS ou françaises, règlement 9902, prévoient cet état financier. D'accord? Donc, où peut-on trouver le tableau de flux de trésorerie? On peut le trouver dans la norme IFRS française. D'accord? Le directeur financier constitue toutefois le tableau de flux de son entreprise pour y avoir plus clair pour définir les équilibres de la gestion financière. Donc le but primordial du plan de financement est de réaliser l'équilibre. Quel équilibre? L'équilibre financier. D'accord? Alors, donc, on a un tableau qui récapitule un état de flux de trésorerie. D'accord? Ça va nous montrer comment exécuter les variations du BFR. On commence par l'activité. Donc, on a le résultat net, c'est 2290. L'ajustement permettant de passer du résultat au flux de trésorerie, donc on a plus les dotations aux amortissements. On a déjà vu c'est quoi les amortissements. On a dit que les équipements donc ce sont des immobilisations. Donc les immobilisations corporelles et incorporelles qu'on a étudiées vont perdre leur valeur monétaire par le temps. Généralement, c'est 5 ans. C'est la durée d'amortissement, d'accord? Et il y a une condition, il faut que l'investissement soit amortissable, d'accord? Comme par exemple équipement informatique, par exemple véhicule, etc. D'accord? Donc on a les dotations aux amortissements 4500 plus les dotations aux provisions nettes de reprise, on a moins 500. On a la capacité d'autofinancement 6290. Donc, c'est quoi la capacité d'autofinancement? Ça veut dire que l'entreprise n'a pas besoin des emprunts. D'accord? Elle va financer son projet de son propre ou bien avec son propre argent. D'accord? Elle a ses ressources de financement. Alors, plus ou moins les variations du BFR. Donc, c'est quoi le BFR? On a dit que c'est le fonds de roulement. Donc, notre fonds, ou bien notre variation du fonds de roulement est de moins 5550. D'accord? Donc, la totalité de ces montants, ça va nous donner les flux de trésorerie de l'activité, ou bien ce qu'on appelle l'FTA. D'accord? Donc, l'FTA est égal à 740. Ensuite, on a moins l'acquisition d'immobilisation incorporelle et corporelle. On a moins 7500. Moins l'acquisition d'entités, ça veut dire les titres de participation. D'accord? On n'a pas. Et on a moins la cession d'immobilisation incorporelle et corporelle. On a 500
plus la cession d'entités, ça veut dire les titres de participation. On n'a rien. Alors, la somme de ces montants va nous donner le flux de trésorerie de l'investissement, ou bien ce qu'on appelle le FTI. Donc, notre FTI est égal à moins 7000. D'accord? Ensuite, on a plus l'augmentation de capital, on a 0, plus les emprunts souscrits, on a 5500, moins les remboursements des emprunts, on a moins 3100, plus ou moins les variations des prêts réalisés par les actionnaires. Donc, les prêts veut dire les emprunts, d'accord? Et on a moins les dividendes versés. Donc, les dividendes, ce sont les gains des actions et des obligations. On a moins de 100. Alors, la somme de ces montants-là va nous donner le flux de trésorerie du financement, ou bien ce qu'on appelle le FTF. Donc, notre FTF est égal à 2200. D'accord? Ensuite, la variation de trésorerie reçoit le FTA plus le FTI plus le FTF. D'accord? Donc, la somme, ou bien la totalité, ça va nous donner moins 4060. On ajoute la trésorerie à l'ouverture. D'accord? Donc, la variation de trésorerie plus la trésorerie à l'ouverture va nous donner la trésorerie à la clôture. Et on a eu moins 15 180. Et c'est comme ça qu'on établit l'état de flux de trésorerie. Maintenant, on va voir comment analyser le flux de trésorerie de l'activité, ou bien ce qu'on appelle le FTA. Donc, le flux de trésorerie de l'activité représente l'excédent de trésorerie généré par les activités principales de l'entreprise, c'est-à-dire son chiffre d'affaires hors activité d'investissement et de financement. D'accord? Donc, on dit excédent ou bien on dit le surplus. D'accord? Alors, cet excédent traduit la création de richesse générée par l'entreprise. Donc, comment peut-on calculer ou bien mesurer la richesse d'une entreprise à travers, c'est quoi? Le chiffre d'affaires. Donc, il est évidemment vital tout à la fois pour rembourser les emprunts. D'accord? Donc, à travers le FTA, on peut rembourser les emprunts, ça veut dire les prêts. Autofinancer une partie des investissements. Autofinancer, ça veut dire on n'a pas besoin de demander des prêts. On va financer nos projets à travers quoi? À travers l'argent de l'entreprise, que ce soit des dividendes ou bien un capital, d'accord? Et ainsi que verser des dividendes. Donc, c'est ça comment analyser le flux de trésorerie de l'activité. À l'inverse des deux flux suivants, le flux de l'activité se détermine de façon indirecte. Donc, voilà la formule. Flux de trésorerie de l'activité FTA
est égal à la capacité d'autofinancement, le CAF, moins la variation du BFR. D'accord? Donc, la capacité d'autofinancement constitue un excédent de trésorerie. C'est un surplus potentiel, ne tenant pas compte des décalages de paiement client moins fournisseur. D'accord? Donc, la variation du fonds de roulement permet de passer d'un flux potentiel à un flux réel. D'accord? Venant améliorer la position de trésorerie. Donc, la présentation directe, qui n'est pas utilisée en pratique, constituerait à faire apparaître directement les encaissements d'exploitation, ça veut dire les clients. Et les décaissements d'exploitation, ça veut dire les fournisseurs, les salaires, les taxes, etc. Alors là, on a un schéma qui représente ce qu'on a cité à propos des formules qui permettent de calculer les flux de trésorerie de l'activité. D'accord? Donc, on a le flux de trésorerie potentiel, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement, ou bien ce qu'on appelle le CAF. Et après avoir soustraire la variation du fonds de roulement, ça va nous donner le flux de trésorerie réel, ou bien ce qu'on appelle le flux de trésorerie de l'activité FTA. D'accord? Donc la présentation indirecte, seule utilisée en pratique, est bien plus pertinente pour l'analyse, car elle permet de voir si la variation du flux de trésorerie de l'activité provient de la profitabilité, ce qu'on appelle le CAF, ou bien la capacité d'autofinancement, ou dans la gestion du fonds de roulement. Par exemple, les crises de croissance, la mauvaise gestion de stock, les clients, etc. D'accord? Donc le schéma ci-dessous nous montre que l'interprétation du flux de trésorerie de l'activité nécessite des données complémentaires extérieures au tableau de flux. Donc, pour mieux comprendre, ça c'est un exemple sur le FTA. Donc, la diminution du flux de trésorerie de l'activité ou bien de l'FTA résulte du CAF, ça veut dire la capacité d'autofinancement, d'accord, à travers bien sûr la diminution du flux de trésorerie de l'activité. D'accord? Et ou le fonds de roulement, donc la diminution du besoin en fonds de roulement, d'accord? Donc, concernant les données complémentaires pour interpréter, on a l'évolution du chiffre d'affaires, d'activité bien sûr, et on a le CAF, ça veut dire la capacité d'autofinancement en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc ça, on peut l'appeler la profitabilité. Donc, et quant au BFR, ça va nous donner l'évolution du chiffre d'affaires. Ça veut dire une croissance avec un délai du fonds de roulement qui permet de gérer le
fonds de roulement. D'accord? Donc, à travers ce tableau, on va expliquer cet exemple. Donc, on a 2 ans, l'année N et l'année N plus 1. Par exemple, l'année 2022 et l'année 2023. D'accord? Donc, la croissance du chiffre d'affaires est de 30%. D'accord? Ça veut dire que chaque année, le chiffre d'affaires augmente par 30%. Par exemple, dans l'année 2022, j'avais 100 euros. Par exemple, un chiffre d'affaires qui est égal à 100 euros. Après une année, ça va augmenter avec plus de 30%. Ça veut dire 30 multiplié par 100, d'accord? 30 fois 100 sur 100. Donc, ça va augmenter avec 30 euros. Donc, en année N plus 1, ça va me donner un chiffre d'affaires de 130 euros. D'accord? Parce que ça a augmenté avec 30%. Est-ce que c'est compris? Ensuite, on a la capacité d'autofinancement ou bien le CAF. Dans l'année N, on avait 1000 euros. L'année N plus 1, on a 1000 plus 100. Ça a augmenté avec 100 euros. D'accord? Alors maintenant, on va calculer la variation du fonds de roulement. Donc la variation du fonds de roulement, on calcule chaque année à côté. Pour l'année N, on a 1000 euros moins 1100, ça va nous donner moins 100 euros. D'accord? Concernant le FTA, ça veut dire le flux de trésorerie de l'activité. Et concernant l'année N plus 1, on a 1100 moins 0 et ça va nous donner 1100 euros. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on calcule le FTA ou bien ce qu'on appelle le flux de trésorerie de l'activité. Donc, la capacité d'autofinancement a pu augmenter soit parce que les ventes ont augmenté, donc c'est évident, soit parce que les ventes ont été plus profitables. D'accord? Donc, il est indispensable d'analyser la capacité d'autofinancement en lien avec le pourcentage d'évolution des ventes et la capacité d'autofinancement exprimée en pourcentage des ventes. D'accord? Donc, c'est ça la capacité d'autofinancement. Donc, le besoin en fonds de roulement, ou bien ce qu'on appelle le BFR, a pu augmenter, soit parce que les ventes ont augmenté, ce qu'on appelle une crise de croissance, soit parce que les délais d'écoulement du BFR se sont dégradés sur la période, ce qu'on appelle la crise de gestion du BFR. Donc, on ne pourra donc analyser correctement la variation du BFR qu'au regard de l'évolution des ventes et des ratios d'écoulement du BFR. Le BFR en jour de vente hors taxe, le délai d'écoulement des stocks, le délai de paiement client et fournisseur. Donc, ce sont les délais les plus répandus lorsqu'on calcule le BFR. Alors, un flux de trésorerie de l'activité en forte baisse, voire négatif, ne traduit pas nécessairement une situation dégradée.
D'accord? Lorsque le flux de trésorerie est négatif, ça ne veut pas dire que la situation est mauvaise. D'accord? Ainsi, en période de forte croissance, les ventes pour une activité ayant un besoin en fonds de roulement élevé, l'augmentation du BFR, ça veut dire le fonds de roulement, sera telle qu'elle rendra le flux de trésorerie de l'activité très faible, voire négatif. D'accord? Une fois les ventes stabilisées, les besoins de fonds de roulement cessera d'augmenter et la totalité de la capacité d'autofinancement se retrouvera ainsi dans le flux de trésorerie de l'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le flux de trésorerie de l'activité est négatif, ça ne veut pas dire que la situation financière est dégradée. Et le cas inverse, ça veut dire que même le besoin en fonds de roulement est élevé, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que le flux de trésorerie de l'activité est toujours en bonne santé, d'accord? Il peut devenir négatif. Donc, ça revient à quoi? Ça revient au décaissement et aux encaissements. Ça veut dire les entrées et les sorties au cours de l'exercice comptable. Maintenant, on va aborder l'analyse de flux de trésorerie de l'investissement, ou bien ce qu'on appelle le FTGI. Donc, le flux de trésorerie de l'investissement FTI représente l'effort d'investissement de la période nette de cession. Les mouvements relatifs à ce flux doivent nécessairement donner lieu à un mouvement dans les immobilisations du bilan. Donc, les cessions sont évidemment inscrites pour leur prix réel de cession, c'est-à-dire le flux de trésorerie. Cela nécessite d'éliminer la plus ou moins value de cession au niveau de la capacité d'autofinancement. D'accord? Donc, pour réaliser l'analyse de flux de trésorerie de l'investissement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éliminer la plus ou moins value, d'accord, qui concerne la capacité d'autofinancement. Donc, quelle est la formule qui permet de calculer le flux de trésorerie de l'investissement? C'est la suivante. Donc, le flux de trésorerie de l'investissement FTI est égal moins les acquisitions d'immobilisation plus les cessions. D'accord? Donc, pour figurer dans le flux de trésorerie de l'investissement, le mouvement doit en effet avoir comme contrepartie l'augmentation ou bien la diminution d'une immobilisation au bilan. D'accord? Donc, le FTI ou bien le flux de trésorerie de l'investissement, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit
l'effort d'investissement de la période. Généralement, c'est l'exercice comptable. 12 mois généralement, d'accord? Donc, il est évidemment variable selon les secteurs, d'accord? Donc, alors là, le secteur d'activité joue un rôle. Donc, le flux de trésorerie de l'investissement au niveau, par exemple, du secteur des travaux publics, il, il se diffère, d'accord? Par exemple, par rapport au flux de trésorerie du secteur, par exemple, de la pêche ou bien de l'aquaculture, selon le secteur d'activité, d'accord? Donc, que l'on soit dans une activité de service peu capitalistique ou bien dans l'industrie lourde. Alors là, le système économique joue un rôle. Alors là, nous avons ce qu'on appelle la notion de la libre entreprise ou bien le système capitaliste. D'accord? Donc les dépenses d'investissement ne sont pas toujours linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Ça veut dire, par exemple, si on va représenter les dépenses d'investissement, par exemple, dans un axe, l'axe des X et l'axe des Y, on va avoir une ligne droite. D'accord? Mais dans ce cas-là, on ne doit pas toujours avoir une ligne droite. Ça veut dire que les dépenses sont linéaires. Donc, une entreprise peut investir en dans s'y réaliser une dépense importante une année et peut les 4 ou bien les 5 années suivantes. D'accord? Pour cela, si vous vous rappelez, au début du trimestre, on a dit que, on a dit quoi? Que l'exercice comptable peut aller jusqu'à 5 ans, d'accord? Et surtout, surtout dans les domaines de l'industrie lourde ou bien dans le domaine de travaux publics. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'on calcule le FTI. Au-delà des chiffres, l'analyste s'interroge sur la stratégie poursuivie en matière d'investissement. D'accord? Donc l'entreprise investit-elle de façon organique, ça veut dire les immobilisations corporelles, ou bien a-t-elle une politique de rachat d'entités? D'accord? Donc, ce sont les questions qui se posent en faisant l'analyse du FTI. D'accord? Alors, les investissements constituent-ils un simple renouvellement, une augmentation de la capacité de production, des investissements de productivité, une diversification sur de nouveaux métiers? Donc, ce sont les points les plus répandus en faisant quoi? En faisant l'analyse des FTI. Donc, l'entreprise poursuit-elle un objectif de croissance organique en investissant principalement dans les immobilisations corporelles ou bien de croissance externe en acquérant des entités? Donc, il s'interrogera finalement sur la motivation des cessions d'entités. Sont-elles contraintes par la nécessité de se désendetter
D'accord? Parce que généralement, les petites et moyennes entreprises sont plus endettées que les grandes entreprises. D'accord? Donc, correspondent-elles à un choix de recentrage ou bien de redéploiement stratégique? Donc, ce sont des questions qui doivent être posées en analysant les chiffres du tableau des flux de trésorerie. D'accord? Alors, maintenant, on va aborder l'analyse de flux de trésorerie du financement, ou bien ce qu'on appelle le FTF. Donc, il intervient logiquement après les flux d'activité et de financement. Donc, il s'agit en effet de financer les investissements nets de l'autofinancement. D'accord? Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de des ressources financières qui permettent de financer les projets ou bien les investissements de l'entreprise. D'accord? Mais, entre parenthèses, qui concerne l'autofinancement. Et qui dit autofinancement dit qu'on doit ignorer les emprunts, d'accord, ou bien les prêts. Donc, il s'agit là des dividendes, des capitaux, donc tout ce qui concerne l'autofinancement à part les emprunts, d'accord? Donc, le flux de trésorerie du financement retrace les choix de financement de l'entreprise. Les flux avec les actionnaires, augmentation de capital et versement de dividendes, compte courant d'associés. Les flux avec prêteurs, on a les emprunts émis et remboursés. Il apparaît logiquement une troisième position car les choix de financement résultent en partie du moins des flux de l'activité et de l'investissement. Par exemple, une entreprise en croissance qui doit financer des investissements en matériel important va recourir à des emprunts à moins que les flux de trésorerie de l'activité soient suffisamment élevés pour autofinancer ces investissements. Et deuxièmement, à l'inverse, une entreprise profitable et qui a peu investi sera en mesure de verser un dividende élevé. Alors, dans l'analyse financière, il existe trois ratios spécifiques au tableau de flux de trésorerie qui permet d'analyser les choix de financement. On commence par le premier ratio, ce qu'on appelle le taux de service de la dette. D'accord? Lorsqu'il y a une dette, bien sûr. Donc, la question qui se pose, quel pourcentage de la capacité d'autofinancement est-il absorbé par le remboursement des emprunts? D'accord? Donc, la norme sur le ratio de capacité dynamique de remboursement intègre l'idée selon laquelle le remboursement de la part en capital des emprunts ne doit pas absorber plus de 50% de la capacité d'autofinancement. D'accord? Donc, c'est le premier critère, ou bien la première norme. On ne doit pas dépasser 50% de la CAF ou bien de la capacité d'autofinancement. À défaut, l'entreprise n'aurait plus la trésorerie suffisante
pour investir et verser les dividendes. Les dividendes, ce sont les gains des actions et des obligations. Donc, comment peut-on calculer le premier ratio, ou bien ce qu'on appelle le taux de service de la dette? Donc, on divise l'annuité de remboursement sur la capacité d'autofinancement et le résultat doit être inférieur à 50%. Sinon, on peut dire qu'on n'a pas une capacité d'autofinancement suffisante. Donc, c'est le premier ratio. Deuxième ratio, ce qu'on appelle le pourcentage des investissements financés par les emprunts. D'accord? Donc, ce ratio n'est pleinement pertinent que pour les entreprises qui se financent par adossement. Essentiellement les PME, comme je vous l'ai déjà dit, les PME, ça veut dire les petites et moyennes entreprises. Donc, généralement, les petites et moyennes entreprises, ou bien ce qu'on appelle les micro-entreprises, sont plus endettées que les grandes entreprises. D'accord? Pour cela, on doit toujours baser sur ce ratio qui concerne le pourcentage des investissements financés par les emprunts. Donc, ces dernières n'obtiennent en effet généralement un financement à MLT, d'accord, que pour financer l'acquisition d'une immobilisation. Donc, comment peut-on calculer ce ratio? On a les emprunts MLT souscrits divisé par l'acquisition d'immobilisation en pourcentage. D'accord? Donc, ça concerne l'acquisition des immobilisations. C'est la classe 2, les investissements. D'accord? Donc, une des missions du directeur financier dans la gestion financière est de garantir la pérennité à MLT de l'entreprise, notamment en veillant à avoir un fonds de roulement élevé. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir un BFR trop élevé. D'accord? Donc, un fonds de roulement élevé limite en effet les recours excessifs au crédit de trésorerie, qui constitue une ressource précaire pouvant être dénoncée par les prêteurs à un préavis court. D'accord? Donc, la seule condition ici, en calculant ce ratio, est d'avoir un BFR élevé ou bien un fonds de roulement trop élevé. D'accord? Et le troisième ratio, ce qu'on appelle le taux de distribution, ou bien ce qu'on appelle le payout ratio. Donc, le plus souvent, l'entreprise définit la distribution de dividendes en pourcentage du résultat de l'année précédente. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on calcule comment distribuer les dividendes. Ça veut dire les gains des actions et des obligations. On doit les diviser sur qui? Sur les propriétaires, bien sûr. D'accord? Donc, c'est un pourcentage du résultat de l'année N, N-1. D'accord? Donc, il indique le pourcentage du résultat net de l'année N-1 est-il versé au cours de l'année N, en dividende, bien sûr. D'accord? Donc, il n'est évidemment pas pertinent lorsque l'entreprise verse un dividende exceptionnel
représentant plusieurs années de résultats. D'accord? Alors là, on peut avoir un taux de distribution qui concerne non seulement l'année précédente, mais aussi plusieurs années antérieures. D'accord? Donc, comment calculer le taux de distribution, ou bien ce qu'on appelle le payout ratio? On va diviser les dividendes versés en année N sur les résultats nets de l'année N moins 1 en pourcentage, bien sûr, parce que c'est un taux. Donc, les taux doivent être toujours en pourcentage. Maintenant, on va voir un rappel de la démarche d'analyse financière. Donc, si le tableau de flux de trésorerie constitue un formidable outil, son utilisation ne constitue pas une analyse déconnectée de la démarche d'analyse financière. Elle s'intègre au contraire dans cette démarche à plusieurs niveaux. Le tableau de flux de trésorerie procure à la fois une vision rapide et synthétique de l'évolution de l'entreprise sur la période et fait apparaître clairement les flux ayant eu une incidence sur le fonds de roulement. Donc, sa lecture ne se substitue pas à l'analyse de la profitabilité et des équilibres financiers. Donc, qui dit profitabilité dit la capacité d'autofinancement. D'accord? Donc, en analysant les états des flux de trésorerie, on doit baser sur deux trucs essentiels. Le BFR ou bien les besoins en fonds de roulement et la CAF ou bien ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement ou bien la profitabilité. Donc tout cela afin de réaliser quoi? De réaliser l'équilibre financier de l'entreprise. D'accord? Alors, l'analyse financière est une démarche structurée en plusieurs étapes. Donc, la première étape comporte l'activité. Donc, c'est quoi l'activité? C'est l'évolution du chiffre d'affaires. D'accord? Ensuite, on a la profitabilité. Donc, l'évolution du résultat net et des résultats intermédiaires, ça veut dire les soldes intermédiaires de gestion. Si les charges sont classées par nature, comme c'est le cas en normes françaises, l'IAS. D'accord? Ensuite, on a les équilibres financiers du bilan. D'accord? Donc, comment peut-on avoir la trésorerie nette? À travers la soustraction du besoin en fonds de roulement, ainsi que les ratios relatifs à la structure financière, à la trésorerie et les délais du besoin en fonds de roulement. Ensuite, on a l'étape de la rentabilité. Donc, c'est quoi la rentabilité? Elle est analysée au travers des ratios de comptabilité économique. Donc, comment calculer ces ratios? Ce sont les résultats d'exploitation divisés par l'immobilisation plus les besoins en fonds de roulement et de rentabilité financière que on peut calculer à travers
le résultat net sur les capitaux propres. Donc, la rentabilité constitue une synthèse entre la profitabilité et les équilibres financiers. L'ordre dans lequel apparaissent les étapes permet de faire apparaître entre elles des liens de cause à effet. Par exemple, une forte augmentation des ventes, donc c'est une activité, pourra avoir des répercussions négatives en termes de marge. D'accord? Si l'entreprise compte davantage de remises. Donc, on a déjà expliqué dans les cours précédents, c'est quoi une remise? Ça veut dire qu'on va réduire le prix des biens et des services. Pourquoi le réduire? Parfois, les produits, ils sont de mauvaise qualité et parfois le client est fidèle. Pour cela, on va lui faire une remise ou bien on va réduire les prix pour ce client. D'accord? Donc, c'est un effet ciseau négatif. On peut l'appeler comme effet ciseau. Donc, ou permettra de mieux absorber les charges fixes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire à travers ce passage? Ça veut dire que même si on augmente les ventes avec une remise, donc, on va avoir un flux de trésorerie négatif. D'accord? Donc, la croissance de l'activité nécessitera sans doute de nouveaux investissements et donc un besoin de financement supplémentaire. L'analyse par les flux intervient au moins à 2 reprises dans la démarche d'analyse financière. D'accord? Donc, une vision synthétique de l'ensemble des événements d'une période avant d'entamer la démarche d'analyse. La lecture du tableau de flux de trésorerie procure une vision synthétique de l'évolution financière d'ensemble sur la période. De la profitabilité avec la capacité d'autofinancement, de la gestion du besoin en fonds de roulement, des investissements en immobilisation, des choix de financement, y compris la rémunération des actionnaires sous forme de versement de dividendes et finalement de l'évolution de la trésorerie. Alors là, c'est un tableau ou bien c'est un état de flux de trésorerie. D'accord? On va expliquer la vision synthétique de ce tableau. Donc, on a le résultat net de l'année N, bien sûr, les ajustements permettant de passer du résultat au flux de trésorerie. Donc, on va additionner les dotations aux amortissements. On va additionner aussi les dotations aux provisions nettes de reprise. Et la somme de ces deux valeurs, ça va nous donner quoi? Les ajustements, d'accord? Donc, on a ensuite la capacité d'autofinancement. Donc, la capacité d'autofinancement, c'est la profitabilité. Elle représente la profitabilité. Ensuite, on a plus ou moins les variations du besoin en fonds de roulement. Le total de toutes ces valeurs-là, ça va nous donner le flux de trésorerie de l'activité. Et qui dit
Activité dit les ventes ou bien le chiffre d'affaires. Donc, ça permet de gérer les besoins en fonds de roulement. D'accord? Donc, la valeur 740, ça permet de présenter, d'accord, la gestion du besoin en fonds de roulement. Ensuite, on a moins les acquisitions d'immobilisation incorporelle et corporelle. On a moins les acquisitions d'entités, ça veut dire les titres de participation. Moins la cession d'immobilisation incorporelle et corporelle. D'accord? Ensuite, on ajoute ou bien on additionne la cession d'entités, ça veut dire les titres de participation. Le total, ça va nous donner le flux de trésorerie de l'investissement. Donc, moins 7000 représente l'importance des investissements. Donc, c'est la vision synthétique. Ensuite, on a plus l'augmentation de capital, plus les emprunts souscrits, moins les remboursements des emprunts, plus ou moins la variation des prêts réalisés par les actionnaires. D'accord? Donc, le remboursement des emprunts représente le choix de financement. Donc, c'est une source de financement. Alors, après la variation des prêts, on a moins les dividendes versés. La totalité, ça va nous donner le flux de trésorerie du financement. Donc, 2200 représente la rémunération des actionnaires. D'accord? Donc, qui dit financement dit rémunération des actionnaires. D'accord? Ensuite, on va faire la somme des trois flux de trésorerie, de l'activité de l'investissement et de financement. On va faire la somme de ces trois flux. Ensuite, on ajoute la trésorerie à l'ouverture. L'ouverture de l'année financière, bien sûr. Ou bien de l'exercice comptable, d'accord? Donc, cette valeur, moins 11 120, c'est l'évolution de la position de trésorerie. Parce qu'on la calcule au début de l'année. À la fin, on va avoir la trésorerie à la clôture. Donc, on fait la somme de la variation de trésorerie et de trésorerie à l'ouverture. Donc, la somme de ces deux valeurs, ça va nous donner la trésorerie à la clôture. Donc, c'est ça la vision synthétique des flux de trésorerie. Alors, en fournissant une vision d'ensemble, cette première lecture rapide et descendante du tableau de flux permet d'orienter son analyse. Comment expliquer cette diminution de la capacité d'autofinancement, cette forte augmentation du stock? Quelle est l'incidence d'un emprunt de montant élevé sur les ratios de structure, etc. Maintenant, on va voir comment identifier les flux relatifs à l'investissement et au financement. Les opérations d'investissement et de financement ont bien évidemment une incidence sur les équilibres financiers du bilan. Plus précisément sur le fonds de roulement. Le bilan donne toutefois une vision cumulée et statique qui masque les flux. Il convient donc d'identifier les flux de trésorerie, d'investissement et de financement préalablement à l'analyse des équilibres financiers. Certains flux s'apparentant à des opérations d'investissement ou de financement ne figurent toutefois pas au tableau de flux, car elles ne génèrent pas un flux de trésorerie, même si elles figurent
au bilan. Les opérations de crédit-bail ou location financière. Ce qu'on appelle la location financement en norme IFRS. À la signature du contrat de crédit-bail, l'entreprise utilisatrice reçoit à disposition le matériel objet du contrat. Il n'y a toutefois pas les flux de trésorerie qui apparaîtraient en cas d'acquisition, comme l'argent mis à disposition par la banque et paiement du fournisseur. Aucun flux initial n'apparaît au tableau de flux, même si l'immobilisation et l'emprunt correspondant apparaissent au bilan. Seuls figureront au tableau de flux les remboursements pour leur part en capital. Les conversions d'emprunts en actions. Certains emprunts obligataires prévoient une option de conversion en faveur du prêteur. Au bilan, la conversion se traduit par une diminution de la dette et une augmentation des capitaux propres. Ça veut dire capital plus prime d'émission. Une fois encore, cette opération ne se traduit pas par les flux de trésorerie et n'apparaît donc pas au bilan. L'acquisition d'une entité avec paiement par échange d'actions. L'entreprise qui acquiert une entité émet de nouvelles actions et les remet en échange des actions de l'entité dont elle prend le contrôle. Cette opération apparaîtra au bilan mais pas au tableau de flux, ou alors seulement pour un solde éventuellement en espèces, ce qu'on appelle la soulte. Alors, quelles sont les démarches de l'analyse financière? Premièrement, on a les flux de trésorerie. C'est un aperçu d'ensemble des flux de la période. On a l'activité, c'est l'évolution des ventes ou bien des chiffres d'affaires. On a la profitabilité ou bien la création de la richesse. Ça veut dire on doit analyser le résultat et les marges. Donc, c'est quoi les marges? Les marges sont les gains. D'accord? On a le flux de trésorerie qui comporte les opérations d'investissement et de financement de la période. On a l'équilibre financier, ça veut dire l'analyse de l'équilibre entre les ressources et l'emploi au bilan. Et on a la rentabilité économique et financière qui est une synthèse de la profitabilité des capitaux. Et on va clôturer par les limites de l'analyse par les flux. Donc l'analyse par les flux ne se substitue pas à l'analyse de la profitabilité. Seule une analyse détaillée du compte de résultat permet d'expliquer l'évolution du résultat, c'est l'effet ciseau, et l'absorption des charges fixes. Il ne substitue pas non plus à l'analyse des équilibres financiers. Seul le bilan donne la vision cumulée des immobilisations, des postes dus besoins en fonds de roulement, des capitaux propres, emprunts, etc. Et permet le calcul des ratios d'endettement.